Bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de votre podcast Révélation. Aujourd'hui, place à l'action, à l'impact avec notre nouveau invité Bemba Youla, qui est un jeune entrepreneur guinéen, fondateur de la marque Sulus, une entreprise qui transforme des fruits locaux en boissons naturelles sans additifs chimiques, n'est-ce pas? Tout à fait. Il est aussi initiateur du Salon des étudiants entrepreneurs, une plateforme qui accompagne, forme et inspire toute une génération de jeunes entrepreneurs. Bonsoir Bemba et bienvenue sur notre plateau de Révélation. Bonsoir. Bemba Youla, présentez-vous à nos followers. Qui êtes-vous? Alors, je pense que vous m'avez déjà présenté. Pour enchérir, bien sûr, je suis entrepreneur agroalimentaire. Donc, je suis passionné par le domaine de l'entrepreneuriat et j'aime résoudre des problèmes. Je fais aussi de l'accompagnement à travers le concept que j'ai initié, le Salon des étudiants entrepreneurs. Donc, avant tout, ça a commencé par mon envie de résoudre des problèmes de boissons, parce que le bissap, le gingembre, le kiri, c'est vraiment culturel dans le comportement des consommateurs en Guinée et en Afrique d'ailleurs. En Afrique, oui. Mais il y avait de l'offre sur le marché qui ne convenait pas, parce que les gens voulaient éviter tout ce qui était sucre, tout ce qui était produits chimiques dans ces types de boissons, parce qu'ils tombaient malades, des maladies cardiovasculaires, le diabète et d'autres maladies aussi. Et là, j'ai analysé le problème, j'ai dit, OK, il faut qu'on trouve une solution. Et c'est là, maintenant, on a trouvé des formules de production pour produire des produits, des boissons naturelles, sans produits chimiques, bien conservées dans les fraîcheurs et dans des emballages vraiment top, qui vendent d'ailleurs aussi l'image de la Guinée. Tout à fait. Et en même temps, parce que j'ai commencé en 2019, lorsque j'avais 19 ans aussi, et j'étais étudiant et j'étais entrepreneur, je rencontrais des difficultés. Manque de réseau, manque de visibilité, accès au financement et pas mal de choses. Donc, entre-temps, j'ai réuni aussi des amis, des collègues, dont j'ai présenté bien sûr le projet à l'institution qui m'accompagne depuis le début, qui est Case Academy. Donc, ils ont validé, ils m'ont accompagné dessus. Et avec ça, on a eu, ça fait 4 ans qu'on accompagne. D'ailleurs, on tend vers la 5e édition. Donc, on a eu accompagné au moins 350 projets. On a eu au moins mobilisé jusqu'à 300 millions de financement durant ces 4 années. Et l'année passée, par exemple, on est monté d'un coup à 200 millions de financement grâce à une cagnotte que Madame Madina Dassoko a offert pour soutenir les jeunes. Oui. Donc, on les accompagne. En tout cas, on a 3 projets en ce moment qu'on accompagne par rapport à cela. Donc, c'est comme ça. Moi, pour ma part, je suis passionné par le développement de la Guinée. J'aimerais bâtir la Guinée de demain. Donc, je veux participer à cette construction aussi. Donc, c'est pourquoi vous me voyez non seulement dans la transformation agroalimentaire, vous me voyez aussi au niveau du Salon des étudiants entrepreneurs. D'accord, je vois. Et bon, à part le bissap et la pastèque, c'est ça, si je ne me trompe pas? Oui, en ce moment, nous offrons 2 saveurs types. Et en ce moment, on développe aussi d'autres saveurs qui vont bientôt sortir, Inch'Allah. Nous avons un cocktail d'hibiscus, de pastèque, de lemon, qui est une variété de citron. Ensuite, on a, ça s'appelle Ibis. Ibis, d'accord. On a aussi une autre boisson qui s'appelle Ginis. Donc ça, c'est vraiment un cocktail d'ananas, ensuite de gingembre et de lemon aussi. D'accord. Donc, toutes ces boissons, c'est pas simplement pour se rafraîchir aussi. Ça va au-delà de ça. Parce qu'il y a des antioxydants au niveau de l'hibiscus et de la pastèque. Ça hydrate vraiment. Oui, surtout la pastèque. Ouais. Et c'est bien pour nettoyer les reins aussi. Tout à Très fait. important. Tout à fait. Et ça renforce avec les types de vitamines. Donc, c'est un peu cela au niveau des problématiques que nous voulons résoudre, quoi, au niveau des boissons et les saveurs que nous faisons. D'accord. Et où est-ce qu'on les trouve? Où est-ce qu'on peut trouver, par exemple, les boissons Sulus? C'est dans les supermarchés, dans les restaurants? Ou bien vous avez déjà une chaîne de distribution qui est déjà mise en place? Ou comment ça se passe? Oui, tout à fait. Tout à fait. Au niveau de la chaîne de distribution, nous, bien sûr, avec l'unité de production qu'on a, après avoir fini, on a des partenariats avec des supermarchés, des restaurants, des pâtisseries, ensuite quelques hôtels de la place. Et nous essayons de continuer à développer la distribution un peu partout pour que les Guinéens puissent avoir accès.
Exactement. Pour l'instant, les boissons, comme ce n'est pas une production de masse, c'est pourquoi elles se retrouvent au moins plus ou moins pas accessibles à tout le monde. Mais entre-temps, nous travaillons vraiment à avoir encore une certaine validation du marché pour pouvoir financer une usine plus grande où D'accord. nous pourrons maintenant produire vraiment en masse comme ça. En tout cas, mon rêve, franchement, c'est qu'un jour, tous les Guinéens puissent boire du vrai bissap Bien fait sûr. par la marque Silus. Sans additifs, Sans additifs, en sans produits produits chimiques, chimiques. c'est très important hein, de valoriser la consommation déjà locale. Ouais. Et quels sont les principaux défis auxquels, en fait, j'imagine, parce que toute entreprise au début, ce n'est pas du tout facile. Tout à fait. Ouais. Donc, quels sont les défis que vous avez rencontrés, par exemple, dans le lancement de Silus? Honnêtement, au niveau de Silus, lorsqu'on a une entreprise, lorsqu'on veut développer un concept, surtout quelque chose peut-être de différent, et souvent on dit faut pas se fatiguer à réinventer la roue, mais parfois, lorsque tu veux résoudre certains problèmes, tu dois faire certaines choses aussi. Et nous, c'est ce que nous, on a appris, et c'est compliqué, c'est beaucoup difficile. Parfois, il y a des moments de doute, bien sûr, mais lancement, au début, quand on avait commencé, Oui. on vendait un peu, avant que les gens ne prennent connaissance de la Tout à chose. fait, Donc, ça oui. faisait du bouche à oreille. Mais on a eu à se développer petit à petit quand même. Par contre, on a eu pas mal de difficultés au niveau de la distribution au début. Même en ce moment, c'est vraiment une bagarre. Maintenant, ensuite, au niveau même du produit, parce que conserver des boissons naturelles, c'est compliqué. Oui. Donc, on avait des pertes par rapport à ça. On avait aussi les manques de financement adéquats, par exemple, pour avoir un fonds de roulement. Parce que vous savez, dans le marché guinéen, par exemple, pour mieux vendre plus rapidement, c'est aller sur des négociations sur du dépôt-vente. Donc, ça veut dire plus vous fournissez à plus de partenaires, de distributeurs, il faut avoir vraiment du cash qui est aussi à côté pour pouvoir rouler avec les différentes charges de l'entreprise, pour rouler avec telle Ah oui, activité ça, clé. c'est pas du tout facile pour Tout à quelqu'un fait. qui Et- démarre et tout. Et nous, on a commencé avec les moyens de bord. Donc, on a commencé à acheter quelques bouteilles d'abord, ensuite les ingrédients, on a essayé de transformer. On a essayé de développer petit à petit. On a eu des pertes aussi. L'environnement aussi, c'est un peu comme... Parce qu'il faut aussi sensibiliser les consommateurs en même temps. Bien C'est sûr. ça aussi la différence dans le marché guinéen. Lorsque tu lances un nouveau concept, il faut faire deux boulots. C'est-à-dire ce que tu fais déjà, la production de soit le produit ou bien le service, mais la sensibilisation aussi des consommateurs. Oui. Les consommateurs, la plupart des consommateurs en Guinée se contentent d'abord des éléments de base qui sont là, qui n'ont pas besoin vraiment de communication et tout ça. Par contre, lorsque vous essayez d'innover, d'abord, on est un peu réticent à l'innovation ici. Quand Ouais, ça, j'ai on est un peu remarqué. réticent à l'innovation. Donc, il faut sensibiliser aussi le consommateur. Parfois, tu te retrouves à faire des produits peut-être en avance sur le comportement du consommateur. Ça peut être une erreur stratégique au niveau du commercial. Par contre, dans le temps, ça va rattraper parce qu'arriver à ce niveau, ça va faire un boom et toi, tu es déjà aussi préparé par la cause. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, tout entrepreneur en Guinée rencontre des difficultés. Et si tu ne Oui, rencontres pas des j'imagine. difficultés, c'est que tu as vraiment beaucoup de chance. C'est vrai parce que en général, si on prend, bon, je vais prendre peut-être le cas de la Guinée et d'autres pays, même de la sous-région, les gens sont beaucoup plus habitués aux jus qui viennent de d'autres pays. Tout à fait. Voilà. Donc après, pour changer la mentalité Exactement. et qu'ils Ouais. consomment local, donc ce n'est pas du tout facile, Pour, j'imagine. rebondir Parce là-dessus, que, oui, ouais. Pour allez-y. rebondir là-dessus, les jus, par exemple, qui sont importés, ils ont une forte sensibilisation au niveau de la communication, le marketing, c'est vraiment top. Parce que Exactement. tout ce qu'on consomme à la télé, c'est pas vraiment du contenu local. Par exemple, vous, ce que vous faites, ça sera du contenu local maintenant. C'est du contenu local. Les Guinéens vont consommer ce qui est déjà là. Et il y a d'autres aussi initiatives qui passent à la télé en ce moment vraiment top. Dans d'autres pays de la sous-région, il y a des séries télévisées qui Exactement, oui. évoluent, qui commencent à les... Donc, on commence à consommer chez nous. Oui. Donc, là, c'est plus facile de mettre les publicités là-bas pour faire voir nos propres produits ici, pour que ça aille. Mais franchement, je pense que ça va aller. Oui. En tout cas, on va continuer à bâtir, on va continuer à travailler. Bien sûr. Même Avec si c'est... cette génération, les jeunes, ouais. vous, les jeunes entrepreneurs, au fur et à mesure, les mentalités vont changer, bien sûr. Ouais. Et quel impact réel Sulus a eu, par exemple, sur l'emploi? Les producteurs locaux, vous travaillez beaucoup avec eux. Ouais. Donc, quel impact vous avez eu sur ces gens-là et sur l'emploi?
Au niveau de l'impact, là, il y a deux volets. Au niveau de nos matières premières, on les prend de deux façons. On se ravitaille dans les grands marchés. Donc, on soutient les vendeurs et les vendeuses au niveau des marchés locaux. Donc, ça participe un peu à leurs revenus. Donc, on achète directement avec eux. Ensuite, au niveau de la production dans les villages, avec certaines coopératives, les dames et tout ça. Là. Donc, d'ailleurs, on a formé des personnes, des dames dans les villages et d'autres jeunes aussi pour pouvoir produire nos matières premières. Parce que là, nous sommes en train de développer une phase où on aura encore besoin de plus de matières premières parce que plus une usine grandit, plus elle a besoin de consommables. Donc, on essaie de préparer et anticiper aussi par rapport à ça. Donc, au niveau de l'employabilité, on donne des emplois, même si c'est de façon indirecte aussi, c'est-à-dire des contrats au niveau agricole. Ensuite, au niveau de la transformation aussi, on travaille avec des jeunes qui finissent des universités comme l'université de Farana, où on forme aussi des acteurs agroalimentaires dans la transformation, et ainsi de suite. Et aussi, au niveau, en tout cas, l'esprit Silius, moi, j'ai toujours rêvé d'impacter mon environnement. J'ai toujours voulu, c'est quelque chose que j'aime. Je me sens dans ce confort-là. Pour moi, être dans un environnement confortable, c'est lorsque je dis, aujourd'hui, Bemba, OK, ce mois ou bien cette année, tu as eu à impacter tel. Donc, c'est dans ce contexte-là. Donc, ce sont ces valeurs-là que j'impose à la marque Silius, qui devient un concept, justement. Récemment, on a eu à offrir des lampadaires solaires au village où on fait nos cultures. Parce qu'on a constaté qu'il n'y a pas accès à l'électricité. Et bien souvent, les femmes ont peur de sortir les soirs, les enfants, les jeunes. Parce que quand il n'y a pas de sécurité, d'autres profitent pour faire du banditisme. Bien sûr. Donc, c'est vraiment compliqué. Il y a des femmes aussi dans les marchés qui veulent vendre jusqu'à 17h. Et on sait que dans les villages, le soleil se couche très tôt. Oui, c'est vrai. Sans vouloir faire de jeu de mots. Et là, on a voulu offrir des lampadaires solaires pour au moins donner de l'éclairage au village. C'est bien. Donc ça, là, là, ils ont commencé les installations et ça les rassure aussi. Bien sûr, Donc, c'est ça, ce type d'impact que j'aimerais continuer à imposer, à faire au fur des années. D'accord. Et quelle est votre vision pour Silius à moyen et long terme? Ma vision au niveau de Silius, sur le long terme, c'est vraiment d'être leader, d'abord en Afrique, dans les termes de boissons. Peut-être d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, Inch'Allah, on va travailler vraiment pour ça. C'est-à-dire, d'abord en Guinée, c'est que tous les Guinéens puissent consommer des boissons qui améliorent leur santé, surtout consommer le bissap qui est vraiment dans notre culture, ou bien le gingembre, ou le kiri, ou bien d'autres saveurs par rapport à ça. Et là, nous travaillons en tout cas dans notre croissance. C'est vrai que c'est compliqué des fois, c'est difficile, mais c'est ça l'entrepreneuriat, c'est les challenges, les défis pour manager avec ça. Exactement. En tout cas, c'est ça notre vision. Et ensuite, avec ça, créer beaucoup d'emplois pour les jeunes, pour les femmes, continuer en tout cas à améliorer notre environnement. D'accord. Peut-être une autre petite question par rapport à la marque Silius. Je ne sais pas si vous allez vous limiter au jus ou bien vous allez avoir des tentacules un peu partout. Ça peut être par exemple le fognon que vous allez transformer ou bien, je ne sais pas moi, des feuilles qu'on trouve beaucoup ici, qu'on peut transformer aussi et puis essayer d'amener ça à l'extérieur. Ou bien vous voulez juste vous limiter au jus? Pour l'instant, au niveau des boissons, on a des objectifs par rapport à ça. Mais je suis quelqu'un, j'aime résoudre des problèmes. Donc, j'ai choisi l'agroalimentaire, c'est un secteur aussi qui est vaste. Bien sûr, le riz local, par exemple, c'est dans nos projets pour transformer le riz local en barabaré. Par contre, le fonio, je ne vais pas parler de ça parce que mes cousins me regardent. Et la marque Petite Damba, ils développent ça aussi. C'est une marque de transformation de fonio aussi. Ils font ça. Donc, mais il y aura le piment. En tout cas, il y aura pas mal de produits. Tout ce que nous consommons, en tout cas en Guinée, et il y a l'accès aux matières premières ici, c'est ce que nous allons transformer, Inch'Allah. D'accord. En tout cas, félicitations. Et nous allons arriver au deuxième volet, c'est-à-dire le salon des étudiants entrepreneurs, qui est très intéressant aussi. Pourquoi, d'où vous est venue cette idée de créer un salon pour des étudiants entrepreneurs? Pourquoi des étudiants? Comme je vous ai dit, je pense qu'il y a quelque chose qui m'anime. Peut-être, je ne sais pas exactement c'est quoi aussi à l'arrière, mais c'est de vouloir toujours impacter mon environnement. Lorsque j'ai commencé mon entreprise Silius, j'étais étudiant, donc j'étais confronté à des difficultés comme manque de réseautage, manque de financement, accès à certaines informations et d'autres compétences.
Donc, je me suis dit, on voit d'autres salons, par exemple le salon de l'industrie, mais c'est toujours pour des grands. Par contre, il y a d'autres étudiants entrepreneurs comme moi, des jeunes comme moi aussi qui ont des projets. Tout à fait. Maintenant, si on ne fait pas quelque chose pour ceux-là, ils vont se décourager aussi. C'est pas tout le monde qui a l'énergie et tout. Donc, il y a eu ce concept de salon maintenant, pour accompagner les étudiants entrepreneurs. Et pourquoi spécifiquement les étudiants? C'est parce que lorsque les jeunes, ils ont toujours accès aux universités, à la science, ils ont toujours cette envie d'apprendre. Oui, bien Donc, sûr. lorsqu'on est entrepreneur, on doit toujours apprendre et c'est plus facile d'aider quelqu'un qui est sur les bancs, qui essaie d'apprendre et qui fait un business, que d'aider peut-être quelqu'un qui a fini d'étudier, qui a plus d'accès à d'autres opportunités. Oui. Donc, ça, c'est vraiment une couche aussi vulnérable. Et c'est comme ça ça a commencé. Et j'ai proposé aussi le projet à mon université où j'étudiais, qui est Case Academy, qui n'a même pas hésité à m'accompagner. Nous avons lancé la première édition, deuxième, ensuite troisième, quatrième d'ailleurs. Et là, nous tendons vers la cinquième édition aussi. Et ça sera quand exactement? Et où? La cinquième édition, c'est plusieurs programmes. Donc, c'est 3 volets. Donc, on a un premier volet qui est la pré-incubation. Donc, ça, c'est toujours sur toute la Guinée. On va sélectionner 100 projets que nous allons accompagner. Ensuite, le deuxième volet, ça ne sera pas seulement à Conakry, on va faire le tour de la Guinée. D'accord, à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, on va aller à la rencontre des étudiants entrepreneurs à l'intérieur. Donc, ça, c'est aussi le côté inclusion. Donc, chaque année, on fait des tours pour aller chercher des projets à l'intérieur du pays. C'est incroyable parce que la Guinée ne se met pas à Conakry seulement. Oui. Il y a tellement de talents à l'intérieur. Oui, j'étais vraiment ébahi avec les moyens de bord, comment ils arrivent à créer des choses. Donc, c'est un écosystème que nous voulons créer pour pouvoir vraiment créer un environnement où les jeunes, les étudiants entrepreneurs n'aient pas beaucoup de difficultés. Parce que peu importe ce que nous allons faire, un entrepreneur est toujours confronté à des problèmes. C'est vrai. On ne peut pas tout résoudre aussi, mais au moins alléger quelques difficultés pour qu'ils puissent au moins prendre les pas. C'est vrai. Et enfin, ils sont toujours à l'université, mais ils commencent déjà à entreprendre. Ça, c'est déjà bien parce que depuis l'université, ils commencent déjà à avoir la fibre entrepreneuriale. C'est bien de les aider, de les pousser petit à petit. Donc, après, je pense qu'après, ils peuvent éclore sans problème. Mais quand même, impacter plus de 20 000 jeunes en 4 ans. Comment vous êtes parvenu à faire ça? Alors ça, ce n'est pas une chose facile. Alors ça, c'est une bonne question. Et je vais être en toute honnêteté, c'est lorsqu'on a fait les différents rapports qu'on s'est rendu quand même qu'on a eu à impacter jusqu'à plus de 20 000 jeunes à travers les formations. Parce qu'on a dit, parmi les jeunes, il y a d'autres qui aspirent à être entrepreneurs, mais ce n'est pas tout le monde aussi qui peut être entrepreneur. Donc, il y a des formations aussi qu'on donne. Par exemple, en faisant le tour de la Guinée, il y a des formations qu'on donne. Juste l'année passée, par exemple, on a eu à donner une formation en entrepreneuriat et intelligence artificielle. On a réussi à former plus de 5200 jeunes. Donc, au-delà de nos plateformes aussi, on a des impacts au niveau de la sensibilisation, au niveau du changement du mindset. On partage pas mal de contenu ici par rapport à ça. Donc, ce qui nous permet d'accumuler, durant ces 4 années, jusqu'à plus de 20 000 jeunes qui ont été impactés dans tout le pays. D'accord. Et nous allons continuer ainsi. D'ailleurs, pour cette année seulement, pour 2026, nous souhaitons impacter 10 000 jeunes. Au-delà des 100 projets. Pour 2026. Pour 2026. Là, on a déjà commencé avec des concepts de one-man show de l'entrepreneuriat, où des patrons d'entreprise viennent discuter des difficultés qu'ils rencontrent. Comme ça, lorsqu'un patron, toi, tu es là, tu vois par exemple un grand patron qui rencontre des difficultés dans son entreprise, tu prends courage parce que tu dis que tu n'es pas seul. Bien sûr. Donc, chaque mois, on organise ça, où des jeunes viennent par rapport à ça. Des contenus aussi que nous publions sur nos pages, où ils apprennent des choses. Et le salon, le tour, la tournée aussi qu'on fait, et tout ça là, il y a beaucoup de choses en tout cas de volets que nous faisons, qui va nous, voilà, ce sont des choses qui nous permettront en tout cas d'atteindre nos objectifs d'ici la fin d'année. D'accord. Parmi ces 20 000, est-ce que vous avez un modèle de réussite qui vous a vraiment marqué? Honnêtement, ces 4 ans. Honnêtement, c'est vrai quand même qu'on a toujours des coups de cœur, mais on a beaucoup de jeunes qui sont passés par là et qui ont été des jeunes vraiment incroyables. Donc, il y a une jeune dame d'ailleurs aussi qui a intégré l'organisation du salon, qui avait commencé à faire des gâteaux. Donc, elle a eu à faire sa pâtisserie après.
Vous imaginez, super. sa pâtisserie C'est où elle bien, fait ça. des gâteaux à base de l'arrêt, des gâteaux de mangue, avec des formes comme ça. D'accord. Et ensuite, il y a eu des jeunes qui ont eu à faire des céréales pour bébés. OK. Sinon, Manhattan. On a plein de jeunes qui font aussi les couveuses électriques, 100% localement ici. Oui. On a aussi des jeunes récemment encore pour 2025 qui vendent l'image du pays, mais vraiment une image réelle, quoi, une image positive aussi. Parce que vous savez déjà que la Guinée regorge vraiment beaucoup de sites touristiques. Donc, Beaucoup, eux, ils mettent ça en énormément. valeur en organisant des excursions, par exemple. D'accord. Donc, il y a plein de jeunes que je pourrais citer ici qui sont vraiment innovants. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je vous invite à cette 5e édition pour les voir, les rencontrer et voir vraiment ce que le jeune Guinéen est capable de faire. Oui, bien sûr. Ça sera un honneur d'être là. Et selon vous, qu'est-ce qui freine le plus les jeunes entrepreneurs ici en Guinée? Qu'est-ce qui freine leur expansion ici? Leur expansion, honnêtement, je pense que c'est deux choses. La première chose, c'est interne d'abord. Et ce n'est pas tous les jeunes qui comprennent. Il y a certains qui pensent qu'avoir une idée de projet, c'est seulement suffisant pour se développer, pour réussir. Mais il y a d'autres critères à prendre en compte, c'est-à-dire le développement personnel. Il faut savoir parler, il faut savoir faire certaines choses, il faut le savoir-être aussi, la connaissance. Par exemple, ne pas tout le temps se victimiser, être toujours en position, être optimiste, mais il faut être aussi réaliste, bien sûr. Mais lorsqu'on a des coups durs, il faut quand même se relever. Donc, il y a des jeunes, la plupart du temps aussi, quand il se passe quelque chose, ils se victimisent, etc., sur des faits. Donc, ça, c'est les causes un peu, les ralentissements. Ça, c'est le côté interne. Alors, le côté, l'environnement externe, l'écosystème aussi, c'est un peu compliqué. Parce que là, il y a une certaine concurrence avec des produits, des services qui sont importés de l'étranger, qui sont déjà préparés, qui sont déjà bien travaillés. Donc, c'est un peu compliqué pour un jeune qui a les moyens de bord. Justement, en parlant de moyens de bord, il y a aussi les moyens de financement aussi. Mais avec mon petit parcours, j'ai eu à comprendre une chose quand même, que ce n'est pas l'argent qui fait le projet aussi, c'est le projet qui fait l'argent. Oui. Donc, souvent, il faut aller d'abord un peu, prototypage, jusqu'à ce que tu atteignes le niveau de validation de marché, le POC, c'est-à-dire un niveau où les gens achètent ton produit ou bien tes services, qui sont capables, qui sont maintenant encouragés à le faire. Et là, maintenant, tu peux commencer à taper les portes, voir des investisseurs, des partenaires. Et aussi, ce qui fatigue, c'est qu'on n'a pas la culture de la co-construction encore, mais c'est en train de travailler, c'est en train de beaucoup changer. Seul, tu peux aller quelque part, mais avec d'autres compétences, s'associer. Oui, tout à fait, et c'est comme ça les Américains ont dominé très rapidement le monde avec des startups en innovation, en tech. Ils se mettaient en groupe. Moi, par exemple, je suis un bon business developer, mais je ne suis pas quelqu'un qui développe les applications et comme ça. Donc, dans l'équipe, dans mon université, je prends quelqu'un qui sait le faire. C'est comme ça les Facebook ont vu le jour et pas mal aussi de boîtes qui dominent le monde actuellement. Ah oui, ça, c'est très, très important ce que vous dites. Et il faut peut-être qu'on inculque plus cette culture-là aux jeunes d'ici. Et les jeunes ont plus tendance à se dire non, on n'a pas de financement, donc on ne peut rien faire. On a plein de projets. Alors que, comme vous dites, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, mais c'est plutôt le projet qui fait l'argent. Ouais. Et bon, je suis sûre qu'avec vous, au devant, il y a beaucoup de jeunes qui vont comprendre ça. Et je me permets aussi de vous poser une autre question. C'est que pensez-vous du leadership jeune ici en Guinée? Ce que je pense du leadership jeune en Guinée, avant de rentrer dedans, il faut savoir que dans un pays où on travaille tous, en tout cas, on doit beaucoup de choses à la Guinée. Il faut qu'il y ait des jeunes qui donnent l'exemple. Donc, il y a des jeunes qui amènent les autres aussi à se pousser, à aller de l'avant. Ne pas les induire dans l'erreur ou bien dans le contresens qui ne sera pas vraiment bon pour eux dans leur épanouissement. Dans le leadership en Guinée, actuellement, nous avons un boom. On a beaucoup de jeunes, des jeunes dames, de jeunes hommes, des messieurs qui sont des leaders, qui sont en train de changer les choses. Il y a beaucoup d'initiatives en ce moment où tout le monde est en train de rentrer dans la co-construction d'une Guinée meilleure, d'une Guinée de demain, quoi. Donc, le leadership en Guinée, quand même, c'est quelque chose. On a quand même eu beaucoup de figures. On n'en manque pas.
C'est quand même du travail, mais on n'en manque pas quand même. Ouais. Et comment développer ce capital humain dans un contexte qui est quand même des fois assez difficile? Je ne sais C'est pas ce que vous en pensez. c'est vrai quand même que c'est un contexte difficile. Par exemple, à part ce que je fais avec Silius, juste avec le salarié entrepreneur, on fait le développement justement du capital humain. Vous savez, la Guinée, il y a beaucoup d'opportunités. Beaucoup. Il y a des personnes qui voient ça de l'externe, qui viennent en Guinée à partir de pas grand-chose, qui développent leur business, qui se développent en fait, et qui envoient l'argent chez eux aussi, qui développent leur pays. Vous voyez un peu? Parce qu'ils savent faire quelque chose. Oui. Nous, on apprend des jeunes à comment gérer leur entreprise dans différents secteurs. Ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être dans la technologie, ça peut être au niveau du tourisme, de la culture, l'éducation, pas mal de choses. Oui. Donc, lorsqu'on forme ces compétences, ce capital humain, le reste va se faire vraiment tout seul. Et toujours pour revenir dans ce contexte difficile, il y a pas mal d'initiatives aussi qui se créent par rapport à cela, où on veut... c'est la base, en fait. Je pense que d'ailleurs, 2026, c'est ce qui sera vraiment amplifié. C'est l'année vraiment où on va se focaliser sur le renforcement des capacités, Oui, très important. des compétences en fait, des jeunes, pour qu'on puisse aller vraiment de l'avant. Par exemple, juste en Guinée, on n'a pas des compétences qui peuvent faire la soudure des bateaux, par exemple. Ah oui. Pourtant, c'est un grand marché. Vous imaginez que la Guinée, en termes de potentiel, on a l'océan, on a une ouverture, on a vraiment une Bien côte. sûr, ouais. Donc, on a des ports qu'on peut créer. Normalement, on doit même fabriquer nos propres bateaux en Guinée. Vous imaginez un peu? Donc, ensuite, au niveau de la transformation agroalimentaire, il faut plusieurs acteurs parce qu'on a besoin d'être autosuffisant au niveau de l'alimentation. L'État, le gouvernement seul peut juste faire des directives avec la politique, mais l'État aussi a besoin des différents acteurs. Exactement. Comme moi, par exemple, ou bien d'autres jeunes, d'autres personnes Bien qui sont sûr. dans le domaine, avec des accompagnements déjà par rapport à ça, pour D'accord. développer ses compétences. Donc, la Guinée, avec plus de 13 millions de terres, je pense qu'on est à plus de 13 millions de terres arables, d'hectares de 13 terres, millions, oui, quand même. à peu près. Bon, les statistiques, chaque fois, ça se met à jour. Je pense qu'on peut vraiment se nourrir tout seul. On consomme le riz, ok. Je pense qu'on peut produire beaucoup de riz et s'autosuffire avec ça. On a le lakiri à base de maïs, le dapa. Oui. On a aussi le tori avec le manioc. Oui. Vous voyez que Et il y a beaucoup de manioc ici, il y a n'est-ce pas? justement, il y a beaucoup de manioc. Donc, au lieu de se focaliser seulement sur le riz, c'est des choses qu'on peut aussi développer à côté. Bien sûr. Par exemple, juste avec le dapa, on peut le manger avec soit le lait. Et le lait aussi, on peut en produire en Guinée. D'ailleurs, comme je vous dis, il y a pas mal d'initiatives. Il y a des acteurs aussi qui sont dans l'élevage, des bovins aussi qui produisent de lait. Ah oui. Donc, Ah oui, et même ça, je bondis un peu là-dessus parce que quand je suis venue, j'ai vu que le lait frais pasteurisé, il n'y en a pas ici. oui, Je c'est... ne sais pas pourquoi. Parce Oui, que je me dis quand même, il y a beaucoup d'éleveurs ici. Oui, il y a Pourquoi, des par éleveurs. exemple, dans les autres pays, j'ai vu ça. Les alimentations, les boutiques et tout, ils conditionnent le lait, c'est bien pasteurisé, ils les embouteillent. Et puis, les gens viennent, ils achètent, mais il n'y en a pas ici. Et on est obligé de prendre des marques, enfin, je ne veux pas dire les marques ici, voilà, qui sont déjà dans les cartons, qui viennent d'ailleurs. Pourquoi? Par rapport à ça, il y a un constat qui a été vraiment fait par rapport à ça. Les éleveurs se focalisent quand même naturellement à la production de la viande. D'accord. Donc, c'est plus facile pour eux au niveau de la production. Et souvent, les vaches que nous avons ici, ce sont des vaches vraiment pour la viande, mais qui ne produisent pas assez de lait aussi. Ça, c'est un. Et ensuite, les éleveurs n'ont pas forcément la technologie de conservation, de pasteuriser les laits. Pasteurisation, Et il oui. n'y a pas aussi, pour l'instant, des entreprises qui prennent le marché. Qui sait, peut-être bientôt, Sirius aussi va prendre ce marché-là. J'espère. Donc, il y a ces différents constats. Mais récemment, ces 3 dernières années, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a eu à envoyer des vaches pour faire des croisements, pour Oui. qu'on puisse commencer à avoir des bovins ici qui ont des capacités de produire jusqu'à 15 litres par jour. Donc, je pense qu'avec ce type d'initiative, quand c'est multiplié, c'est pourquoi je vous dis, le capital humain, c'est vraiment important. Très. Une seule personne ou bien 10 personnes seulement ne peuvent pas
tout changer. Bien sûr. Il faut, par exemple, quand on va dans à Moyenne-Guinée, ou bien lorsque nous partons à Kindia, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire qu'on voit des fermes, c'est-à-dire 20 000 têtes comme ça qui produisent du lait, vous voyez. Donc ça, ce sont des industries. La Guinée, on a tellement à gagner, en fait. Oui, Je ne dis pas que c'est facile, mais je pense qu'on a déjà la vision qui est là. On a même le plan. Maintenant, c'est l'exécution qui nous reste. Et c'est le courage maintenant. Il faut accepter qu'on collabore les uns les autres. On a tous à y gagner. Tout à fait, oui. Donc, vous, moi ou d'autres personnes, d'autres acteurs déjà sur le marché, on ne peut pas tout changer tout seul. Donc, il faut continuer ainsi. D'accord. Donc, c'est aussi ces différents constats qui font qu'on ne peut pas trouver aussi les laits pasteurisés en Guinée, mais je pense que ça va bientôt venir. C'est un constat que j'ai fait parce que j'adore le lait. Donc, quand je suis arrivée en Guinée, je me suis mise à chercher du lait partout parce que je peux pas faire une semaine sans boire de lait, c'est impossible. Donc, c'est un truc qui ça m'a tiqué. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai posé des questions à gauche et à droite, mais bon, on n'a pas su me répondre comme vous m'avez répondu. Et je voudrais aussi savoir quelle est votre vision du développement de la Guinée dans les prochaines années, bien sûr, qui arrivent. Pour ma part, ma vision de développement de la Guinée, d'abord, c'est 2 premiers piliers. Il faut qu'on mange d'abord, au niveau de l'agroalimentaire. Donc, il faut vraiment qu'on tende vers l'autosuffisance alimentaire. Mais ça aussi, pour le faire, il faut l'infrastructure parce qu'il faut qu'on joigne les différentes routes des fermes, des sites de production par rapport à ça. Donc, il faut aussi qu'on travaille dessus au niveau de l'infrastructure. Et si les différentes infrastructures, que ce soit les bâtiments, que ce soit les routes, que ce soit les endroits, c'est quelque chose qui touche tous les secteurs aussi, que ce soit le tourisme. D'ailleurs, aussi, le tourisme aussi seulement, c'est une industrie. Donc, très grande industrie, justement, qui n'est pas du tout négligeable. Et avec ça, si on a différents acteurs dans le monde du tourisme, on peut vendre la Guinée, c'est-à-dire nos cultures. On a tellement de cultures. Moi, par exemple, quand je le dis, je suis vraiment fier. Moi seul, vous imaginez, j'ai au moins 4 grandes cultures différentes. Moi seulement, j'ai la culture de la Basse-Côte, avec ses diverses activités, Ensuite, moi seul, j'ai la culture de la Moyenne-Guinée. Moi seul, j'ai la culture de la Haute-Guinée. Et moi seul, j'ai encore la culture de la Guinée forestière. Vous imaginez? Vous êtes bien métissés, hein, comme on dit. C'est un melting pot. Exactement. Et quand on dit justement qu'on est guinéen, c'est ce qu'on doit voir. Moi seulement, j'ai le lépi, j'ai le kindeli, en tout cas, j'ai beaucoup de choses. J'ai la forêt sacrée, j'ai aussi le bazin, j'ai beaucoup de choses par rapport à ça, en fait. Ah oui, ça, c'est beau, ça. Au niveau du tourisme, et aussi, on a de grands projets qui sont initiés par nos autorités au niveau des mines. Oui. Et aussi, moi, ce que je pense, c'est que si on doit encore aller plus vite, c'est-à-dire on doit grossir comme les autres pays qui l'ont fait, déjà le capital humain, première des choses. Ensuite, les industries. Et ça aussi, bien sûr, il faut de l'énergie. Vous voyez un peu les infrastructures. Parce que si on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas accès à l'énergie. Et on ne peut pas faire aussi des grandes usines pour transformer même les matières premières. On parle de Simandou en ce moment. C'est vraiment l'un des plus gros projets au niveau mondial. Donc, c'est quelque chose qui doit être vraiment exploité. On a aussi la bauxite qui est là. En tout cas, on est vraiment riche. La Guinée est très, très riche. Hein. On ne manque pas de ressources. On ne manque... En fait, tout est là. Tout est là pour réussir et pour aller de l'avant. Et je pense que ça a été vraiment bien résumé avec le programme Simandou pour la vision sur 2040. Bien sûr. Et tous ces axes-là, justement, sont des industries énormes qui peuvent embaucher beaucoup de Guinéens. Donc, si vraiment c'est ensemble, on va dans la co-construction, je pense que franchement, d'ici les 14 ans, on peut vraiment atteindre beaucoup d'objectifs. Et en tout cas, notre niveau de vie sera élevé. Bien sûr. Mais il faut quand même le capital humain, ce qui est la base. En tout cas, moi, je pense que ces 2 premières années-là, il faut vraiment investir sur le capital humain. C'est-à-dire former des formateurs qui peuvent aussi former d'autres personnes aller ainsi de suite avec ça. Bien sûr. Et comment embarquer toute cette jeunesse autour d'une vision collective, d'après vous? Cette jeunesse qui... Selon moi, vous savez, lorsqu'on a un but commun, c'est plus difficile de convaincre quelqu'un de nous suivre. Aujourd'hui, le but commun ici, c'est quoi? Le Guinéen, des fois, on peut parler, tout ça là aussi, le côté où c'est pas bien, mais il aime quand même son pays. Mais c'est juste que des fois, il a du mal à savoir comment l'exprimer. Et comme on aime la Guinée, ça, c'est notre but commun. Donc, comme on dit, le paradis.
il faut qu'on construise notre paradis. Bien sûr. Donc, il faut fédérer justement ces jeunes. Mais ces jeunes aussi ont besoin de différents leaders pour les aider à Et les bâtir mettre en maintenant. confiance aussi. Exactement. Donc, ils ont juste C'est besoin important. de justement qu'on les fasse confiance. Qu'on leur fasse Qu'on confiance. les C'est mette, important. qu'on les donne des espaces pour s'exprimer. Exactement. C'est ce qu'on fait avec le Salon des étudiants entrepreneurs. On les donne des espaces. Vous imaginez, tu as un projet, mais tu n'as pas un endroit où monter ce que tu fais, où tu as des feedbacks pour pouvoir continuer. Bien sûr. Donc, je pense que ces jeunes seront automatiquement fédérés. Et il y a des jeunes qui ont besoin d'emploi. Lorsqu'on va parler vraiment concrètement, qu'on pose des actions, on les forme et puis on les intègre avec des initiatives par rapport à ça. Franchement, il y a beaucoup d'initiatives qui se créent justement pour pouvoir faire l'intégration. On a compris vraiment comment il faut faire et je pense qu'on n'a qu'à nous donner juste 3 ans déjà. On va voir déjà 2 ans au niveau du capital humain. 3 ans, on va commencer à voir des résultats, des choses qui changent, quoi. Et franchement, c'est avec le temps aussi. Mais je pense que les jeunes, ils vont aller avec. Inch'Allah, oui, non, ça va aller. Et en fait, ça, c'est peut-être votre expérience personnelle, je vais venir sur ça. Quelle est la leçon la plus importante de l'entrepreneuriat que vous avez apprise pendant toutes ces années-là? Parmi toutes ces années, j'ai eu à apprendre pas mal de leçons. Je sais aussi que dans l'avenir, il y a beaucoup de choses qui m'attendent à comprendre, à savoir. Mais je pense que la patience, d'abord. C'est un chemin La d'or. patience, oui. Donc, je me dis, la patience, c'est dans le temps. Et je résume aussi l'entrepreneuriat, le succès, avec 2 choses. Le temps et les ressources. Le temps, ça enferme la patience, la motivation, être optimiste. Maintenant, les ressources, c'est les personnes avec qui tu collabores, les ressources financières, les ressources, que ce soit intellectuelles et pas mal de choses. Donc, en tout cas, j'ai appris qu'il faut être patient et il faut aimer, il faut être passionné par ce que tu fais. Exactement. Il faut aussi résoudre le problème des gens. Lorsque vraiment tu es dans cette optique, je pense que c'est quelque chose qui va au moins faciliter la tâche, qui va te permettre de progresser par rapport à ça. D'accord. Mais est-ce que il vous est une fois arrivé de douter de vous? Et si oui, comment vous avez fait pour surmonter ça, cet état de fait? Moi, je pense, mais j'ai l'impression que tous les entrepreneurs ont ça. Ça, Il y a c'est des vrai. moments de doute. Est-ce que ce que je Bien fais, sûr. Est-ce que j'ai pris la bonne décision est-ce que j'ai pris la bonne de me décision? lancer dans ça? Parfois, oui, ça m'arrive, Oui, c'est parfois. vrai. Des fois, lorsque je n'arrive pas à atteindre mes objectifs, je doute de certaines choses. Mais j'essaie de me rappeler de comment tout a commencé avec le Canva. Pourquoi je fais cette chose? Pour qui je résous en fait ces problèmes, ces besoins? Est-ce que ces gens-là ont réellement besoin? Donc, ce que je pose des questions pour avoir des feedbacks par rapport à ça. Donc, forcément, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il faut déjà accepter ça. Exactement. Tout le monde ne va pas t'applaudir. Tout le monde ne sera pas content avec ce que tu fais. Par contre, concentre-toi pour les personnes pour qui tu résous vraiment ces petits problèmes-là. Donc, avec ça, tu vas gagner en confiance et aller, quoi. Il faut vraiment avoir confiance en soi quand même pour vraiment tenir. Oui, bien sûr, parce que, en tout cas en Afrique, quand tu veux entreprendre, ça, c'est un constat personnel. Et que tu commences déjà à en parler autour de toi. Même au niveau de ta famille, ils vont te dire non, je ne crois pas à ce projet, attention, tu perds du temps et tout. Moi, je pense que ça, c'est une barrière, Oui. surtout pour les gens qui aiment entreprendre. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu à avoir ces genres de remarques dans ton entourage ou des amis qui vont te dire non, pourquoi Silus, tu penses que ça va marcher? Non. Forcément, quand même, lorsque vous lancez un projet, comme c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Mais il ne faut pas se focaliser d'abord que sur son entourage, parce que parfois, ce n'est pas l'entourage qui achète ce que tu vends. Bien sûr, oui. C'est d'autres personnes à l'externe. Et ça, il ne faut pas aussi rentrer trop dedans. Il faut juste se focaliser sur dans l'analyse de ton produit, de ton marché, pour qui tu résous les problématiques. Quand les géants ont eu à faire leurs produits, ils ne sont pas focalisés que sur leur entourage. Ils ont vu au-delà de leurs frontières d'ailleurs. Souvent, les grands projets dans le monde sont des projets qui sortent de leurs frontières, en fait. Bien sûr, bien Donc, ça résout le problème de tout le monde. Donc, c'est un peu comme ça. Moi, pour ma part, bien sûr, on passe tous par là. Mais moi, j'ai fermé mes oreilles. J'essaie de me concentrer déjà. Mais j'écoute les conseils, les bons conseils. Et aussi, moi, ce que je dirais, franchement, il faut écouter les gens
qui sont peut-être dans ton domaine ou bien qui ont déjà réussi aussi. Oui. Parce qu'il y a d'autres personnes, eux, ils ont peur de se lancer ou bien de faire ce que toi, tu es en train de faire. Et là, eux, ils t'incitent plutôt à te décourager qu'à t'encourager, quoi. Bien sûr. Donc, il y a aussi, il faut savoir faire ce discernement. C'est important. Et quel conseil donnerez-vous à un jeune qui entreprend, qui veut entreprendre, mais qui hésite? Premièrement, si je dois donner un conseil avec le parcours que j'ai, avec mon modeste parcours, c'est déjà d'avoir confiance en ce que tu fais. Et comment avoir confiance en ce que tu fais? Il faut t'assurer que ce que tu fais là, les gens ont vraiment besoin de ça. Bien Ça sûr. résout les problèmes des gens actuellement. Ensuite, c'est tendance, etc., etc. Maintenant, ensuite, va doucement d'abord. Oui. Parce que ici, j'ai l'impression que on nous impose de gros résultats, on s'impose aussi des grands résultats dès les premières années. Alors qu'il faut aller de façon échelonnée. Au début, c'est 5 personnes d'abord. Ensuite, tu essaies de savoir pourquoi les 5 personnes ont adhéré à ton concept. Ensuite, tu vas à 10, ensuite, etc., etc. Maintenant, le processus là, ça demande du temps. D'où la patience. Très important. D'où la patience. Très, très Il ne faut important. pas aussi voir les autres manger leur récolte et toi, tu essaies maintenant de manger ta semence. Chaque chose a son temps, en fait. Et tu as ton prime aussi qui va arriver, ainsi de suite. Donc, il faut aller tout doucement. Donc, moi, c'est ce que je dis. Déjà, il faut avoir le courage, il faut te lancer. Il ne faut pas avoir peur. Et voir tout doucement avec la patience. Et essayer de savoir justement ce que tu fais. Il faut résoudre les problèmes des gens. Et si vous deviez résumer votre vision en une seule phrase, Si je votre veux vision. rendre le monde meilleur, Oui. La Guinée meilleure et le monde meilleur. commencer bien sûr chez moi, la Guinée. Charité bien ordonnée commence Et par exporter. soi-même. Et un jour dire que les Guinéens ont rendu aussi le monde meilleur. Bien Comme sûr, des bien scientifiques des pays comme les États-Unis, comme l'Europe, comme la Chine. Nous aussi, bien sûr, en Afrique, on a eu pas mal de scientifiques. On n'a juste pas eu peut-être la sagesse de beaucoup plus mettre nos scientifiques, d'être fiers aussi de nos scientifiques, de les mettre en avant. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment, le jour que je vais partir, qu'on dise oui, il a Oui, été là en Monsieur fait. Youla a été là, il a Impacté. mis son empreinte, Exactement. il a impacté par rapport à la jeunesse et l'entrepreneuriat Tout à fait. Ouais. guinéen. Ben, je pense que... En tout cas, je veux vraiment marquer l'histoire par rapport à ça. Je veux Inch'Allah. vraiment En tout cas, marquer vous êtes l'histoire. sur le chemin. Hein. Inch'Allah. Et ce qu'on peut faire ensemble, on le fera. Merci beaucoup, Monsieur Youla. Vraiment, on a eu un entretien très, très enrichissant. Et je donne rendez-vous à mes followers pour le 2e numéro de Révélation. Restez connectés sur nos différentes plateformes Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat et Instagram. Merci et à très bientôt.